Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast Made in Foot de la 13e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, nous sommes 4 pour analyser cette journée et on a notamment Léandro, toujours aussi malheureux avec le Nîmes Olympique. Bonjour Léandro. Salut tout le monde, salut Julien. À côté, on a Lucas qui est encore une fois heureux avec Marseille, qui gagne encore et qui joue encore une fois plutôt bien, Lucas, c'est ça. Il y a même un attaquant qui marque maintenant à l'OM. Bonjour à tous. C'est ça, il y a eu du chemin depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière. Et enfin, Maxime qui a peut-être enlevé son petit sourire qu'il avait ces dernières semaines au bout Non, des non, lèvres. toujours le sourire. Je crois en Nico Kovac et ses hommes. Ça va, Julien? Ça va, merci. Ah, donc du coup, on va commencer comme d'habitude avec un petit récap de cette 13e journée de Ligue 1 qui a commencé vendredi soir au Stade des Costières, avec une défaite encore une fois du Nîmes Olympique contre Marseille 2-0. Samedi, Rennes a encore une fois perdu et inquiète face à Lens à domicile 2-0. Ensuite, on a eu un gros choc entre Montpellier et le PSG, qui est un choc, mais au final un peu décevant. On va en reparler un peu plus tard, où Paris s'est imposé 3-1 avec une équipe B, voire C de temps à autre sur quelques séquences. Enfin, dimanche, on a commencé avec un autre gros choc entre Lille et Monaco. Un match qui a mis du temps à donner du spectacle, pardon, qui a fini par une victoire de Lille 2-1. Strasbourg est parti mettre une raclée à Nantes 4-0. Bordeaux peut remercier Hatem Ben Arfa avec une victoire 1-0 sur une frappe limpide du pied gauche d'HBA. Dijon et Saint-Etienne, c'était peut-être le match le plus déprimant de cette 13e journée qui a terminé sur un 0-0 bien pourri. Et Angers s'est imposé à domicile contre Lorient 2-0. À 17h, Reims et Nice, deux équipes mal en point en championnat, sont séparées aussi sur un score 0-0. Je pense qu'avec Dijon-Saint-Etienne, on n'est pas loin d'arrêter de regarder du foot quand on regarde ces deux matchs. Et enfin, Metz s'est incliné à domicile 3-1 contre Lyon, qui enchaîne là un 10e match consécutif sans la moindre défaite. C'est l'équipe en forme en ce moment. Pour commencer, je vais laisser la parole à Lucas qui va un peu nous raconter ce superbe Marseille-Nîmes, en tout cas côté phocéen. Vas-y, je te laisse la parole. Donc du coup, on a vu un OM un peu dans la continuité de ce qui s'était passé face à Nantes le week-end précédent et aussi un peu ce qu'on a vu en semaine face à Porto. Donc un OM qui prend le ballon, qui garde la possession pendant toute la rencontre, qui met en danger l'équipe adverse. C'était encore une fois, c'est un adversaire forcément un peu faible. Les Nîmois n'ont pas cherché à presser, mais les Marseillais, par contre, étaient de suite, dès qu'ils perdaient le ballon, ils ont tenté de le récupérer. Et on a deux attaquants maintenant qui se mettent à marquer, puisque Germain Benedetto a enfin trouvé le chemin des filets. Il y a tout qui va bien en ce moment. On se demande qu'est-ce qui va tomber sur la tête des Marseillais. Non mais Toi, Léandro, moi, tu vois, genre pour rebondir un peu ce que tu disais, je trouvais que c'était un match vraiment, on va pas se mentir, pas ouf. On n'a pas vraiment pris de gros plaisir sur la rencontre. Il n'y avait pas énormément de phases offensives. C'était très très haché. Il y avait une domination assez claire et nette de Marseille, hein. Et moi, ce que je pense qu'il faut retenir aussi, c'est que ça fait un troisième match où le Nîmes Olympique ne propose pas de football. On en a proposé pendant 20 minutes, hein. Bah, en fait, on a fait exactement la même action que Bordeaux contre Paris. Pendant le début de match où on était là, on était présent et tout, et puis on revient à nos bonnes vieilles habitudes de rien faire. Donc, bah voilà, hein, une défaite de plus qui semble logique. Et puis, bah, un retour de Marseille sur les devants et qui enfin gagne, tu vois. Enfin, qui gagne, enfin gagne, je m'explique. Qui enfin propose du jeu aussi et il fait plaisir à ses supporters. Donc, bah, c'est sympa à voir, quoi. de toute Ouais, c'est sur façon, ce point-là que je voulais dire dans la continuité, c'est-à-dire que l'OM continue de jouer au ballon. Après, c'est vrai que le début de match, il était un peu pour les Nîmois, surtout quand Mm, vous touchez la barre. Mais il y a eu un rythme un peu. En première mi-temps, il s'est passé. Je sais pas d'ailleurs si c'est ça qui a un peu tué Nîmes. D'un coup, il pouvait plus y avoir deux passes sans qu'il y ait un Nîmois ou un Marseille qui fasse une grosse faute. Il y a l'arbitre qui, à un moment donné, perdait un peu la main sur la rencontre, qui s'est mis à distribuer des cartons dans tous les sens. Et je pense que c'est ça aussi qui est un petit peu, sans Ouais, vouloir il trouver était d'excuses à haché le Jérôme jeu, Martinon, mais clairement. je pense que vous aviez pris le match par le bon bout. Et il y a eu un petit moment là où je sais, les deux équipes ont arrêté de jouer au foot et se sont mis à se mettre des taquets. Et derrière, l'OM a repris le jeu à son compte, mais par contre, Nîmes, du coup, c'est un peu écroulé. Mm. ouais, le Nîmes s'est un peu désolidarisé mentalement, là, justement, là, à partir de la demi-heure de jeu jusqu'à la mi-temps, comme tu as dit, ça s'arrête. Il y a même un peu de tension entre Alvaro et les Nîmois. On se dit même que cette rencontre va pas finir à 11 contre 11. Enfin, voilà, c'est la fin de, la fin de C'est première une autre mi-temps, c'est question comme une encore, hein. parodie. La fin de première mi-temps, c'est comme une parodie un peu du foot. Il y a Villas-Boas qui est expulsé, qui finit un rang au-dessus parce que les Costières, c'est un stade super bas et au final, c'est comme s'il était sur son banc de touche.
Après, c'est quand même assez souvent où les matchs, j'allais dire même à domicile à Nîmes, et encore là, il n'y a pas de supporters, où il y a des cartons rouges, c'est des matchs sous tension, quoi. On sait qu'au Costières, c'est chaud. Est-ce que là, j'allais dire, d'habitude, ça réussit plutôt bien au Nîmois, ou au moins ils restent dans le match un peu grâce à ce côté Grinta, là, au final, ça les a un peu desservis, quoi, j'ai trouvé dans les Ronaldo. Ouais, mais totalement. Et puis après, le problème qu'il y a aussi, c'est que, en fait, on n'arrive pas à proposer, et dès que ça se braque et que ça se bloque, en fait, on a l'impression qu'on sait plus faire de football. Et vraiment, enfin, comme il disait Lucas, moi, le Nîmes Olympique, autant dans les 10-15 premières minutes, c'était alléchant, et enfin, c'était beau à voir, tu vois. Je me disais carrément que, bah, au final, l'idée du ouais, s'il faut gagner les matchs avec une frappe, on s'en fout, a été oubliée, mais en fait, non, pas du tout. Et Dom- on est vite revenu dans nos travers, tu vois. Dommage qu'un match dure 15 minutes et pas dure 90 minutes et pas 15 minutes. T'as raté ta blague, mais elle était pas mal. C'est un peu con pour le Nîmes Olympique. Après, par contre, au niveau du classement, l'OM fait quand même une bonne opération, puisque Monaco et Montpellier n'ont pas gagné. Marseille maintenant tout seul à la 4e place avec 24 points et a toujours 2 matchs de retard. Lucas, c'est ça. Et puis avec ces 2 matchs, c'est toujours la même chose. Marseille peut être en tête, quoi. Dès que ces 2 matchs seront joués. S'il y a 2 victoires, Marseille est premier de Ligue 1, quoi, à cette heure-ci. Ouais, ils sont premiers de Ligue 1 avec 2 points d'avance en plus, donc c'est pas mal, hein. Ouais, au final, c'est une saison où on reprochait un peu à Villas-Boas ou même à Marseille de manière générale d'être beaucoup moins intéressant, d'être beaucoup moins festif, j'allais dire balle au pied. Et pour l'instant, les résultats paient. Alors, je sais que c'est pas forcément ce qui plaît le plus au peuple marseillais, qui a cette habitude quand même à vouloir une équipe qui joue au ballon, qui propose du jeu et tout. Là, au final, tu t'enchaînes les victoires. Il y a quand même Dimitri Payet qui revient à un bon niveau, tant physiquement que footballistiquement, où il enchaîne les prestations plutôt intéressantes. Je pense que le match de Ligue des Champions aussi, où il a mis 2 buts sur penalty, ça va aussi l'aider un peu à lancer sa saison. Il attendait, je pense, ça avec impatience, et ça fait taire un peu les critiques autour de sa personne. Et au final, si Marseille est éliminé de la Coupe d'Europe et voire même de la Ligue Europa, ça sera peut-être un bon point pour eux pour essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et de faire un peu mieux que ce qu'on a vu ces dernières semaines. Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça, je trouve moi qu'il y a des trucs intéressants dans le jeu et il y a des individualités qui sont en train de monter en puissance. Benedetto, au-delà de ses buts, je pense que c'est le séjour sur le banc, il a fait du bien. Hmm. Quand il est rentré, je dis pas qu'il a changé son style de jeu, mais il a tenté de proposer des choses différemment. Et il a compris de son qu'à l'OM, il aura jamais trop de ballons parce que Thauvin, ben, il aime rentrer sur son faux pied, sur son pied gauche et frapper. Payet, il repique souvent dans l'axe et il se rapproche de Benedetto, mais du coup, bah, il va chercher plutôt Thauvin que Benedetto qui est à 1 mètre de lui. Donc il est obligé de faire des courses un peu différentes. Et Germain, ben, s'il arrive à chaque fois qu'il rentre à mettre un but, c'est parfait. Et c'est peut-être le point négatif, c'est un peu Thauvin qui, depuis quelques matchs, ses buts sauvent un peu ses prestations, mais dans le jeu, c'est vraiment pas séduisant. C'est le seul qui arrive pas qui est resté à l'OM de début de saison. J'ai l'impression qu'il veut pas jouer au foot, il veut continuer de frapper de loin, espérer que ça rentre. Et après, c'est un homme à stats, hein, et je sais qu'il finira quand même. J'aurais beau le critiquer, il va faire ses stats à la fin de la saison, on sera content. Mais c'est le seul petit point négatif. Mais sinon, ouais, un OM sympa ces dernières semaines. Faut que ça Il y a même, continue. même Luis Enrique qui fait une entrée où il marque un but hors jeu, je crois, mais au moins il commence à se montrer aussi. Ça peut être intéressant. On sait que Villas-Boas a quand même fait une déclaration qui a été, j'allais dire, difficilement compréhensible en conférence de presse, où il expliquait justement que l'OM a fait une erreur en le recrutant en pensant qu'il pouvait jouer neuf. Au final, on voit qu'il n'a pas fait attention à cette remarque-là, et puis il commence un peu à se mettre dedans. Après, on sait que c'est une adaptation difficile pour les Sud-Américains de venir, d'autant plus qu'il a que 18 ans. Mais ça peut être aussi un point intéressant. Peut-être que justement, ça fera aussi du bien à Thauvin de voir qu'il y a quelqu'un qui commence à le bousculer. Surtout que si Thauvin ne prolonge pas, l'avenir, c'est Luis Enrique, c'est plus Florian Thauvin, quoi. C'est ça, clairement. Bah, écoute, après, pour cette déclaration, tout le monde s'est un peu étonné, mais là, lors de sa présentation, déjà, André Villas-Boas avait clairement expliqué que c'était un ailier et qu'il allait voir s'il pouvait en faire un Oui, numéro oui, 9. ouais, ouais, ça je Donc me au final, rappelle. il a Oui. juste expliqué qu'il n'est pas arrivé, qu'il va falloir donc prendre un numéro 9. Mais Après, je pense ça, que c'est un peu le constat d'échec ou l'aveu d'échec plutôt qui a un peu surpris tout le monde. Ou du moins ouais, peut-être de le dire publiquement comme ça. Peut-être est-ce que c'est ouais, peut-être maladroit, mais je pense que Luis Enrique était au courant. Enfin, il a dû comprendre ce que voulait dire Villas-Boas, mais c'est vrai que quand tu l'entends une première fois, je pense que
ça peut être un peu troublant, quoi, d'entendre un peu ce désaveu-là sur toi-même, sur ton travail, à quelques Ouais, jours ça du clairement. mercato. Mais au-delà du côté échec, c'est surtout le côté, surtout quand on sait que chaque mercato, l'OM c'est un peu Oui, en quête de tapé son sur grand les doigts, et là c'est attaquant. encore le côté les mecs. Et Soit vous prenez des vieux qui ont plus de genoux, soit vous prenez des mecs dont vous connaissez pas le poste. Enfin, c'est genre, ça, ouais. c'est le côté Puis, amateurisme il y a qui est un toujours ce peu. grand attaquant là, cette menace, cette ombre du grand attaquant qui revient à chaque mercato. C'est un peu comme la sentinelle au PSG, quoi. C'est un truc qu'on parle à chaque fenêtre des transferts et qu'au final, ces deux clubs-là n'arrivent pas à trouver C'est leur ça. chaussure à leurs pieds, quoi. C'est quand C'est même ça, mais les mercatos sous ma cour, de toute façon, c'est toute une lignée de running gag qui dure et qui dure. Il y a eu des bons coups, hein, faut pas tout critiquer, mais c'est vrai qu'il y a eu des trucs assez invraisemblables. Et voilà, Luis Enrique va peut-être faire partie de ces quelques éléments négatifs qui sont arrivés sur la Canebière, mais peut-être pas, hein, peut-être qu'il réussira sur le côté et tout le monde sera très content. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après ces belles paroles, comme souvent, on va passer au voisin, le Montpellier Hérault, après avoir parlé de Nîmes. Montpellier qui recevait le PSG samedi soir au stade de la Mosson dans un froid de canard, on peut le dire. Personnellement, j'attendais beaucoup du Montpellier Hérault, même si Andy Delors était absent pour cause de coronavirus. J'attendais beaucoup de Montpellier, d'autant plus que le PSG se déplaçait avec une équipe très très remaniée. Neymar était resté à Paris. Marquinhos allait être sur le banc. Kylian Mbappé allait aussi être sur le banc et peut-être rentrer au cours de jeu. Et il est rentré au final à un quart d'heure de la fin. Plus Florenzi absent, etc. Enfin, Paris allait faire énormément tourner. Montpellier, il manquait que Andy Delors. On s'attendait quand même à une équipe qui restait quand même sur 4 victoires d'affilée et qui proposait un jeu alléchant. On s'attendait à du jeu, à voir le PSG en grande difficulté. Et au final, Landreau, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. On va dire, à part le gros coup de chaud de Montpellier à partir de la 35e, 40e minute et jusqu'à la mi-temps. Mais à part ça, c'est une rencontre maîtrisée quasi de bout en bout par le PSG, non? Oui, bah c'était une rencontre maîtrisée par le PSG qui du coup venait pas là avec ses meilleurs atouts. On s'est quand même retrouvé avec un Montpellier qui était largement en dessous de ce qu'il proposait. En fait, Mm. j'avais l'impression qu'ils étaient, ils étaient peut-être impressionnés de se dire ouais, on joue le PSG. Chose qui est pas habituelle en plus avec Montpellier qui aime beaucoup en découdre avec Paris. Mais là, cette fois, on sentait clairement une domination côté parisien et ce bah, sur tout le match, hein. Sauf Mm. sur les moments où, comme tu dis, tu vois, il y a eu 15 minutes en deuxième mi-temps où on se dit ouais, en deuxième, en première mi-temps, en fin de Voilà, fin de première première mi-temps, mi-temps, où on la se fin de dit ouais, première mi-temps, ça pousse un peu, ouais. exactement, où on se dit ouais, il y a moyen que Montpellier revienne et qu'il fasse quelque chose ou quoi. Sauf que C'est bah vrai. du coup, ils ont pas du tout confirmé en deuxième mi-temps et la victoire est plus que logique de Paris, hein. Après, je sais pas si c'est une question d'être impressionné. Je pense ou c'est peut-être même l'inverse. Peut-être qu'ils s'attendaient, voilà, à jouer toutes les stars. Et puis au final, tu sais, tu tombes sur un jeune Timothée Pembele, une défense centrale qui a rien à voir avec celle d'ordinaire, tu sais, Mhm. ou peut-être justement Montpellier, ils s'attendaient voilà, j'allais dire, à souffrir énormément. Et donc au final, ils se sont dit, ah, bah, en arrivant sur le terrain, bah merde, au final, on va peut-être pas tant souffrir que ça. Et bizarrement, bah, ils étaient peut-être un peu pris par ça. Justement, on avait l'impression qu'ils savaient pas trop comment attaquer ce PSG qui était à 5 derrière, que ça leur posait pas mal de soucis, justement, cette animation offensive aussi. Et après, on a un peu vu les difficultés qu'on parlait dans ces derniers podcasts, avec notamment Junior Sambia et Ristich sur les côtés, où on disait que c'était des latéraux très, très, très offensifs qui avaient un peu de mal défensivement. Et là, au final, bah, ils ont été exposés avec deux joueurs souvent sur leur côté. Et c'est par là que pas mal d'occasions ont été créées. Et aussi au milieu de terrain, où on sait que Mollet et Savanier sont des milieux très offensifs. Et je veux dire, pour le bien de la Ligue 1, tant mieux. Et au final, bah, justement, là, ils ont eu beaucoup plus de mal défensivement. Même offensivement, même ils n'étaient pas très très justes. Et ça en a profité à Rafinha qui a joué dans un fauteuil tout le match, quoi. Mhm. Il était quasi pas attaqué, pardon. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec le ballon. Il sort avec un match à plus de 100 touches de balle. Enfin, il était monstrueux. C'est peut-être là justement où Montpellier s'est un peu fait avoir, pas à son propre jeu, mais il s'est fait avoir dans sa préparation du match. Mais moi, je me dis que s'il y avait une stat à retenir du match, tu vois, qui en plus était la stat un peu qui définissait le match, c'est que Montpellier, bah, c'est quand même 17 tirs au but pour seulement deux Mm. frappes cadrées, tu vois. Et deux frappes Bah, c'est là que cadrées, Delors a un marqué, but. hein. A manqué, pardon. Ouais, ouais, donc au final, non, non, match maîtrisé de Paris qui a bien joué. Bon, une fois de plus, je trouve ça dommage que Kylian marque une fois que le match est plié. Mais voilà, mais après c'était un beau match à voir. Et puis un gars que j'ai bien kiffé, mais que j'ai trouvé un peu,
un peu pas très intelligent dans des choix, notamment lors du but montpellierin où il met son bras et du coup il se prend un carton jaune. C'était Dagba que j'ai trouvé bien. Puis en plus, le fait qu'il marque un but, c'était une belle rencontre de sa part. Donc, Ah ouais? ouais, bah, je le trouvais quand même plus performant qu'Herrera, tu vois. Genre, Ouais, c'est un moi peu la peste et le c'est. choléra, mais bon, s'il faut faire un choix, Ouais, voilà, je en ce prenais moment, quand c'est même plus Dagba un même plutôt but. qu'Herrera, tu vois. Moi, j'ai plus cette impression que le but sauve un peu sa rencontre, quoi. Après, je trouve qu'il a pas apporté grand-chose. Tu vois, à l'inverse, je trouvais que Pembele, quand il est passé côté droit en deuxième partie de deuxième mi-temps, là, quand Tourelle fait un peu changer tout le monde et qu'il passe côté droit, je l'ai trouvé un peu plus, tu vois, un peu plus intéressant balle au pied. Tu vois, il tentait un peu plus de montée. Tu vois, il prenait un peu plus de risques avec le ballon. J'ai trouvé ça pour un gamin qui a 19 ans, 18-19 ans, qui vient qui enchaîne son deuxième match, je crois, en Ligue 1 seulement. Tu vois, je trouvais qu'il avait un peu plus de personnalité que Dagba, qui est réputé un peu pas fade, tu vois, balle au pied, mais qui apporte voilà, aucun Ouais, sentiment, mais tu tu vois. vois, genre, moi je trouve que Dagba il est un minimum constant sur le fait où Kerrer, moi vraiment je le trouve trop incohérent dans ses choix, dans tout ce qui va avec. Et du coup, je trouvais vraiment que, bah, au final, tu vois, c'était mieux d'avoir un Dagba plutôt qu'un Kerrer, même si, bah, une fois de plus, hein, les questions des latérales à parier, on en a déjà parlé, Des reparlé, latéraux. des latéraux, ouais. C'est quelque chose qu'il faut changer et je pense que il faut quelqu'un qui soit à la hauteur du club et pas forcément un Dagba ou un Kerrer ou même un Pembele qui est pas forcément un Alors, bon choix, je pense que ça. faut laisser sa chance au produit. Il est encore très très jeune. Faut lui laisser le temps de s'acclimater. On verra. Peut-être que le mercato d'hiver, il ramènera des petits cadeaux, qui sait. C'est ça, peut-être. Je pense qu'on a fait un peu fait le tour de ce Montpellier PSG. On va pouvoir enchaîner avec enfin, c'est peut-être la rencontre qu'on attendait le plus entre deux équipes en grande forme et enfin, qui avaient une identité de jeu assez forte. C'est Lille et Monaco qui ont ouvert le bal dimanche à 13h. Lille s'est imposé 2-1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Monaco, bah, c'est un petit coup d'arrêt, Maxime, n'est-ce pas? Et bah, comme tu l'as dit, Julien, petit coup d'arrêt. Après 4 victoires consécutives, bah, Monaco a chuté sur la pelouse de Lille, qui avait encore jamais gagné après un match européen le jeudi. Mais il fallait que ça tombe sur Monaco. Et donc tu l'as dit, deux équipes qui proposaient un beau football depuis le début de saison. On peut pas dire qu'en première période, nous ont vraiment régalé. C'était pas un mauvais match, mais il n'y avait pas du tout d'occasion. Et bah, la première grosse occasion a fait mouche pour Lille. Et c'est Jonathan David qui a été opportuniste pour inscrire son deuxième but sous les couleurs lilloises. Et bah, quelques minutes après, Yacidji qui venait d'entrer en jeu a profité d'un petit caviar de son compatriote Burak Yılmaz pour faire le break. Et les Gris a réduit la marque en fin de match, mais insignifiant. Je ne sais pas si on peut vraiment reprocher quelque chose à Monaco parce qu'ils ont pas concédé tant d'occasions que ça. Mais juste simplement, Lille a été plus réaliste et peut-être que l'expérience de ces matchs européens les jeudis leur a servi dans un match comme ça, où ils ont été beaucoup plus tueurs que les Monégasques. Parce qu'on a vu des Wissam Ben Yedder ou des Kevin Volland qui ont été en difficulté. Ben Yedder qui est d'ailleurs sorti très tôt dans le match, c'était juste avant l'heure de jeu. Donc ouais, coup d'arrêt pour Monaco et Lille qui continue son sans faute à domicile, donc qui suit le rythme imposé par le PSG. Ce qui est quand même dommage d'un point de vue global, c'est que on s'attendait, je pense, à beaucoup, enfin un match énorme, je pense, en termes d'intensité, etc., et de jeu, vu ce qu'ils montraient ces dernières semaines, de ce que montraient les deux équipes ces dernières semaines. Et puis au final, bah, moi, d'un œil extérieur, on sort quand même un peu déçu de cette rencontre, notamment comme tu l'as dit, la première mi-temps. On Ouais, je sort peux comprendre. déçu. Après, techniquement, c'était pas mauvais en première période. C'était pas un match de Ligue 1 du dimanche où ça alignait pas trois passes. Non, oui, ouais, je suis d'accord avec toi, oui, non, mais tu ressors un Techniquement, peu c'était des. bon, mais oui, oui, je veux Tu... bien comprendre qu'il y ait eu de la déception parce que bah, c'est sûr que tu t'attends à un match entre le troisième et le cinquième où ça va C'est jouer, ça, ça ouais. va peut-être partir de tous les côtés. Mais il faut pas oublier que Lille, c'est quand même la meilleure défense de Ligue 1. Donc bah, Monaco, c'était compliqué pour contourner ce bloc. Et bah, c'est deux équipes qui ouais, se sont observées un long moment et qui peut-être se craignaient et qui justement Oui, je pense que voulaient c'est pas se ça, ouais. découvrir parce que bah, l'un comme l'autre, ils savaient que les attaquants en face, bah, il ne fallait pas leur en laisser beaucoup pour que ça fasse mouche. Donc peut-être qu'on peut expliquer ce match un peu décevant par ça. Après, comme je l'ai dit,
techniquement, c'était pas pour moi un mauvais match. Ouais, certes, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, mais c'était pas déplaisant à regarder, La semaine malgré la dernière, défaite de Monaco. on se posait la question justement de la réintégration de Wissam Ben Yedder. On se demandait qui c'est qui allait Ouais, un peu payer les frais et tout. mais c'est T'as pensé quoi, toi? Fabregas. Ouais, toi, t'en as pensé quoi justement de ce choix enfin, de mettre Fabregas justement sur le banc, de se passer de lui, et alors qu'on a vu que ces dernières semaines, c'était quand même le maître à jouer de Monaco. T'as pensé quoi justement de ce choix de Kovac, de retour du prince Wissam normalement? Mais là, il a voulu se calquer sur le Système de Lille. dispositif lillois en 4-4-2. Donc forcément, il fallait aligner Gelson Martins et Diop sur les côtés. Et dans l'axe, bah ouais, c'est Fabregas qui en a fait les frais. Il avait été très bon ces derniers temps, il n'avait rien à lui reprocher, mais c'est vrai que est-ce que Monaco et Kovac peut se permettre de placer Wissam Ben Yedder sur le banc? C'est ton capitaine, compliqué, c'est ton meilleur buteur, tu sais que c'est lui qui peut te débloquer un match à tout moment. Mm. Fabregas peut débloquer un match aussi, sur le but c'est lui qui fait la passe à Pellegrini, superbe ouverture. Compliqué. C'est comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est des choix de riche. Après à Niko Kovac de choisir, mais non, je veux pas blâmer Niko Kovac d'avoir fait jouer Fabregas, de pas avoir fait jouer Fabregas et de lui avoir préféré Ben Yedder. Si Ben Yedder avait mis un doublé, j'aurais dit bah excellent Bah oui, Kovac, super forcément, choix. oui. Là c'est pas le cas. On va voir pour le prochain match face à l'Olympique de Marseille quel choix il va adopter Kovac, mais je suis pas inquiet pour Monaco, c'est une défaite, ok, c'est contre Lille, c'est pas contre une équipe qui est inférieure. Faut C'est pas savoir contre reconnaître Nîmes. par exemple, non mais il faut Kuba. savoir reconnaître que Lille a été très bon et voilà, Monaco s'est incliné, c'est pas grave. Parce que Monaco a continué de jouer comme ils l'ont fait depuis le début de saison. Ils se sont pas reniés. Donc à partir de là, Ça, c'est ce que t'attends, toi, c'est ce que t'apprécies. bah, disons que j'ai mangé pas mal de merde depuis 2 ans avec Monaco. Donc là, quand on retrouve un minimum de fond de jeu, ouais, on apprécie. Et qu'on le fasse même contre des équipes qui peut-être nous sont supérieures, bah, j'apprécie aussi. Donc non, une défaite, mais rien de très grave pour l'AS Monaco. Non, mais tu vois, Ouais. je trouve ton analyse tellement bien comparé. Enfin, en fait, c'est exactement Merci. ce qui a été lâché. Non, mais, non, mais c'est foutu comme ça. Mais en fait, genre, rien que. Tu vois, je t'entendais et je voyais l'image de Kovac et de Galtier qui se serraient la main et qui se disaient, franchement, bah frère, beau match et tout. Mais je suis en mode, waouh, vraiment le respect jusqu'au bout, quoi, jusqu'à l'analyse. Vraiment magnifique, Maxime. J'ai cru que t'allais dire, c'est ce que je vois quand je vois le Nîmes Olympique, j'ai eu peur là. Ouais, non, quand même pas, quand Tu même pas. m'enverras ton RIB, Leandro, après le podcast. Mais justement, T'inquiète. Leandro, toi qui as aussi vu le match, je crois, et Lucas, justement, est-ce que vous êtes de mon avis là, de sortir de ce match un peu déçu? Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce choc, peut-être de Lille un peu plus en particulier, de Monaco, enfin voilà, comment Je, vous avez ressenti ce je match-là? pense que je prends la parole du coup et je te laisserai la fin, Lucas. Moi, je trouve que Pas de souci. il a super bien analysé, puisque moi, dans la première mi-temps, j'étais content de ce que je voyais, mais j'étais frustré dans le fait où il n'y avait pas de but. Après, c'était compréhensible, parce que d'un côté, comme il a souligné, tu avais la meilleure défense de Ligue 1, mais de l'autre côté aussi, tu avais la meilleure attaque, si je dis pas de bêtises. Donc, tu étais quand même sur deux équipes qui aiment marquer, qui aiment attaquer, et au final, du coup, ça stagnait au milieu de terrain. Mais Hmm. c'était pas forcément déplaisant, tu vois. C'était pas un Dijon-Reims. Donc, non, c'était une bonne première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, moi, je trouve que il faut le souligner, Burak Yılmaz, oh, quel homme, quoi. Il est vraiment trop fort, hein. Ce mec, genre, et je crois qu'on s'en rend pas compte de son âge. Il a 35 balais. Ouais. Enfin, moi, pour Il moi, marche sur la Ligue 1, hein, il marche sur quasi tous les défenseurs de Ligue mais 1, c'est... totalement, mais sur toutes ses actions, que ce Sauf soit Jamel Benlamri, il faut quand même le souligner. Pensez à Maxime une fois de plus. Mais non, mais vraiment, ce gars, c'est impressionnant, que ce soit dans les passes, dans les réceptions, enfin, la vision de jeu. Il a tout. Il a tout. Et moi, ce qui me fume, c'est de me dire qu'un gars comme ça était perdu en Turquie dans un championnat, voilà, qui est moins intéressant, Bah, bien après, évidemment. il a toujours joué là-bas, lui. C'est ça aussi qui est incroyable, c'est qu'il tente sa première expérience à 35 ans et que bah, ça lui réussit plus que bien, quoi. Et moi, ça m'attriste de me dire qu'un gars comme ça, il est pas arrivé en Europe plus tôt, quoi. Enfin, vraiment, il est trop fort. Trop fort. Trop beau à voir jouer, vraiment, c'est incroyable. Et je rêve d'un retour de Renato Sanchez à Lille pour que l'effectif soit totalement complet, tu vois. Mais vraiment, enfin, que ce soit Monaco, moi, j'ai pas peur pour la suite. Car je pense que
cette défaite était logique, entre parenthèses. Et comme il a dit Maxime, c'était une équipe du même calibre. Et je suis que rassuré par Lille, semaine après semaine, match après match. Galtier a fait un taf incroyable. L'effectif a vraiment de quoi faire. Et j'espère qu'ils iront le plus loin possible dans toutes les compétitions, bien sûr. Bah, moi, je trouvais que, enfin, non pas que je suis pas d'accord avec Maxime, mais je trouve que je le rejoins sur le côté, sur le plan technique, c'était une rencontre qui était au-dessus de ce qu'on peut voir en général le dimanche à 13h. Mais ouais, je sais pas si, mais j'attendais un peu plus peut-être de Monaco. Je trouve que justement, pour avoir pu suivre surtout les récentes performances des Monégasques, enfin, on est loin quand même de ce qu'on a vu. C'était évidemment pas les mêmes adversaires, mais par rapport à ce qu'ils avaient proposé contre Nice et tout, dans les intentions de jeu, je les trouvais, ils avaient vraiment envie de faire mal domicile comme extérieur. C'était un rouleau compresseur, ça courait de partout, ça pouvait sur des transitions, mais éliminer une défense en 2 touches de balle, c'était, enfin, je pense que effectivement il y avait un peu la crainte du côté, c'est le LOSC, ça s'est bétonné, ça prend très peu de buts, on va faire les choses consciencieusement, on va prendre notre temps et tout, et malheureusement le premier but a peut-être un peu gâché les plans des Monégasques, mais j'attendais peut-être un peu plus, surtout sur la forme qu'ils avaient en ce moment, je les voyais, le résultat c'est pas grave, perdre contre Lille, surtout à C'est Lille, pas c'est les pas premiers. important. C'est ça, et ça sera pas ils seront pas non plus les derniers. Mais c'est la manière qui est peut-être un peu décevante, mais je doute pas qu'ils vont se réveiller contre Marseille ce week-end. Voilà le mot de la fin. Je sens que, Le petit je rire sens que, révélateur. ouais, je sens qu'il y a Lucas et Landreau, ils sont complètement dépités par leur équipe ces dernières semaines quand même. Ah, mais Et c'est triste, c'est ça me triste. fait mal au cœur pour. Non, mais tu vois, mais moi je suis content. Enfin, franchement, c'était l'un des plus beaux matchs qu'on a eu ce week-end et c'était cool, hein. Franchement, c'était vraiment cool. En parlant de beaux matchs, enfin de belles prestations, je pense qu'il y a Lucas qui a quelque chose à dire sur ce FC Girondins de Bordeaux Stade Brestois. Notre équipe un peu notre équipe chouchou, le SB29 s'est incliné 1-0. Olivier Dalloglio n'a rien pu faire face au talent d'Atem Ben Arfa. Et je pense que Lucas, tu avais envie de mettre un peu en lumière la prestation d'Atem, je crois. Ouais, franchement, c'est un joueur. Enfin, je pense qu'on est tous un peu l'homme. Chacun se fera son avis là-dessus, mais le footballeur, il est tellement, mais tellement fort. Quand il décide de décider que ce match, il est à lui. Franchement, Sauf, sur ces 2 premières touches de balle, je pense que tous ceux qui ont vu le match, c'était pas sûr qu'il allait marquer, mais c'était sûr qu'il allait régaler. Il a tout simplement il était de partout, même physiquement, il est en train de monter en puissance, et c'était peut-être le paramètre qui laissait un Il peu les manquait, gens ouais. perplexes, se dire que bon, allez, si on affronte un Ben Arfa qui est aussi talentueux soit-il, s'il n'est pas capable de courir plus de 20 minutes, il va forcément à un moment donné tomber. Mais en plus, il monte en puissance et techniquement, c'est simplement le meilleur joueur de la rencontre et même peut-être l'un des meilleurs qu'on ait pu voir ce week-end sur les pelouses de Ligue 1. Il a tenté à multiples reprises des frappes de loin. Il a ses petites feintes de corps là que j'adore. Les joueurs brestois, je pense qu'ils en avaient marre. À la 30e, ça se voyait. Ils en pouvaient plus. Collectivement, Olivier Dalloglio, il a pas trahi ses idées de jeu. Il a essayé de jouer au foot, mais à un moment donné, la réalité elle était telle que Brest a été obligé de reculer. Ils ont pressé pendant longtemps, pendant très longtemps. Mais dès que les Bordelais trouvaient Atem Ben Arfa, même s'il y a d'autres joueurs, hein, collectivement, Bordeaux était très bon. Mais bon, pour revenir sur la performance individuelle d'Atem, ben, il était tout simplement inarrêtable. Il aurait pu même avoir une passe décisive. Il envoie un caviar je sais pas comment ça se prononce, Hawang, Hwang, Wang, Wang. Wang, ah c'est tout. Ouais, je pense que Eh c'est ben, tout. ce sera Wang. Hwang pour Wang. Et ouais, non, c'est franchement super prestation de Ben Arfa et collectivement, ben, Bordeaux ça monte en puissance, hein. Ils ont C'est confirmé vrai. là les deux belles prestations qu'ils ont fait, notamment face au PSG. Et ben, il va peut-être falloir compter parmi eux s'ils restent sur cette dynamique. On a beaucoup tapé sur Bordeaux dans les premiers podcasts, n'est-ce pas, Leandro? Tous les deux, je crois qu'on avait été, Ah, mais exactement, mais. on a été très très dur avec eux. Et au final, bah, Jean-Louis Gasset commence à avoir quelques idées de jeu assez claires avec son groupe. On voit Bordeaux qui est un peu plus offensif. Bah, forcément, ils sont impactés par Ben Arfa qui a envie de bien faire et qui est très loin des prestations calamiteuses qu'il avait pu faire au PSG. Il y a quelques années, ça c'est un petit tacle gratuit, mais on le fait quand même. Mais on voit que voilà, il Moi je, remonte, il moi, je monte en pense que puissance. vous oubliez le plus important, les gars, hein.
vous oubliez qu'à Bordeaux, il y a Yacine Adli. Et alors, la doublette avec Hatem Ben Arfa, c'est Ouais, vraiment, mais oh, la transversale qu'il met à Ben Arfa ouais, sur le but, complètement. elle est incroyable, hein. Et Franchement, on n'en Adli, parle c'est pas pareil, assez, tu hein. vois, Lucas, tu disais que Ben Arfa montait en puissance, mais Adli, c'est pareil. Pareil. J'avais d'énormes doutes à son arrivée à Bordeaux sur le fait que ce soit vraiment un crack. Et waouh, ouais, techniquement, c'est Ouais. très, 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 très fort. Et je pense que d'avoir un joueur comme Ben Arfa à ses côtés, ça peut lui faire que du bien, ça va être son mentor. Mais Parce que dans le style de jeu, c'est des joueurs qui se ressemblent. De toute façon, le problème, ça a exactement. toujours été la constance pour Adli. Moi, je l'avais vu une Oui, fois voilà, c'est ça. en National 2 à l'époque et il avait quoi, 17-18 ans. Il marchait enfin, il marchait sur ses adversaires en marchant sur le terrain. Il accélérait quand il voulait. Il était au-dessus de la moyenne techniquement et tout. Et on attendait quand même beaucoup de lui, que ce soit au PSG ou même après, enfin, son aventure à Bordeaux. Et peut-être qu'il éclore un peu tard, mais peut-être que cette saison, justement, avec, comme tu l'as dit, Max, avec Ben Arfa en mentor et Jean-Louis Gasset, quand même, qu'il faut quand même souligner Mhm. son excellent travail et qu'il le connaît du PSG un petit peu. C'est peut-être justement grâce à ça qu'il va. Peut-être que c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance et peut-être que justement grâce à ça, ça va apporter ses fruits pour Bordeaux. Mais je Après, suis tu sûr et dis sur le certain. tard, il a que 20 ans, hein. C'est qu'on a Oui, parlé non, du mais super jeune voilà, c'est parce qu'il a ça, fait dans ce son sens-là. entrée C'est ça, dans au ce monde sens-là. pro C'est que à 17 ans. ça fait 3 ans qu'on l'attend un peu et justement, oui, sur le tard en termes d'années, entre guillemets, professionnelles, pas de son âge, bien évidemment. Non, mais c'est vrai que bah, après, ça peut poser un débat aussi de ce qu'on attend maintenant des jeunes joueurs. Peut-être qu'on, pour certains, bah, on va un peu trop vite, on en demande trop dès le début. Puis ouais, on voit qu'il y a des joueurs qui, dans un contexte comme celui de Bordeaux, avec un coach, tu l'as dit, je pense, comme Jean-Louis Gasset, qui fait énormément confiance Mm. à des joueurs comme ça techniques, bah, il peut que s'épanouir. Donc c'est cool pour Bordeaux. Et Leandro nous a sorti une petite stat avant de commencer. C'était quand même le 8e clean sheet des Girondins cette saison sur 13 matchs. Mm. Donc une assise défensive également qui leur Oui, fait puis du bien sur ces Costil derniers matchs. En confiance aussi. C'est une équipe qui tourne bien. Mais justement, pour revenir un peu juste sur le but bordelais, ce qui m'a aussi surpris, c'est le nombre de joueurs bordelais qui étaient à l'attaque au moment de la frappe de Ben Arfa. Je crois de mémoire, ils sont 7 dans les 30 derniers mètres adverses. Mhm. Je crois qu'on joue là, on est au-dessus de la 80e minute. C'est quand même. Enfin, c'est pas un truc qu'on avait 24. l'habitude de. C'est pas une habitude. C'est pas quelque chose dont on avait l'habitude, pardon, de voir à Bordeaux ces derniers temps. Enfin, ça montre vraiment que Bordeaux croyait en cette victoire et qu'ils sont en confiance parce que pour être à 7 aux 30 derniers mètres, c'est-à-dire que tu restes à 3 derrière plus le gardien. Faut avoir envie, faut avoir confiance en ses joueurs et ses coéquipiers. Donc c'est bien, c'est-à-dire que Bordeaux reprend confiance. Ils sont 10e de Ligue 1, égalité de points avec Rennes et à 4 points de Monaco, justement, ou de Montpellier. C'est Mais, étonnant. mais tu vois, comme disait Lucas, hein, moi je pense que Bordeaux, bah, ils ont vu que Brest voulait y aller. Donc ils ont encaissé le pressing, tout ça. Et dès qu'ils ont vu que ça a reculé, ça a reculé, ça a reculé, ils ont voulu mettre le coup de grâce. Et ils s'en sont donné les moyens. Et vraiment, moi je trouve que c'est ouf. Et déjà, je remercie Maxime donc, pour la passe D sur ma fameuse stat des 8 matchs sans encaisser de but. Puisque bah T'as vraiment, hein, Leandro, on a dit. on, Opta Leandro. Opta Leandro, hein. On s'en rend compte que, dites-vous qu'ils ont quand même manqué Koscielny pendant 4 matchs, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire en 13 rencontres, il y a que 5 matchs où ils se prennent des buts. C'est ouf de se dire ça avec la défense qu'il y a à Bordeaux, qui est clairement pas l'une des meilleures défenses de Ligue 1 en plus à la base, hein. Donc non, vraiment, Gasset fait un travail phénoménal. Et avec des joueurs, on le rappelle une fois de plus, qui n'étaient pas forcément les siens, etc., vu le tard sur lequel il est arrivé et vu les difficultés financières qu'il y avait au club. Donc non, encore un gros bravo à Bordeaux. Putain, j'ai du mal, hein. Mais vraiment très très belle, très très beau match, très très belle victoire. Que du bonheur pour l'avenir. Et il faut féliciter Jean-Louis Gasset qui, contre vent et marée, il a affirmé depuis plusieurs semaines, ça va aller prendre du temps, qu'il était en train de construire un groupe. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis le match face à Rennes, c'est que au-delà du jeu, c'est que c'est vraiment un groupe qu'on voit. Il y a de la solidarité, ça se bat, ça attaque. On va pas dire à 11, mais c'est Julien qui disait ça tout à l'heure. Effectivement, il y a un soutien, les latéraux ils montent beaucoup et surtout le plan de jeu. Enfin, ça se voit et c'est entièrement logique au vu de l'effectif bordelais. Tout est taillé pour Hatem Ben Arfa. Le but est de mettre Hatem je pense, dans les meilleures dispositions, Mhm. parce que sur les phases défensives, notamment sur le pressing, il peut, et pourtant il rechigne pas à faire les efforts depuis plusieurs rencontres.
Mais tout est fait en sorte afin de le mettre dans les meilleures dispositions. Et on voit que ça réussit parce que collectivement, Bordeaux est en train de monter en puissance. Et Ben Arfa, il est en train de régaler tout simplement. Merci Jean-Louis pour les travaux. Je pense que c'est un peu le mot de la fin de Gros cette test analyse de la ce semaine corps de prochaine, bol. du coup. Du coup, gros test la semaine prochaine pour Bordeaux face à Lille. On va voir si ce qu'on dit là Oui, ouais, exactement. s'applique face à une équipe supérieure sur le papier. Lille va en Et caler 4. puis, Bref. non, mais puis je pense, oui, voilà, surtout que Christophe Galtier aura un plan anti-Ben Arfa. Enfin, il va forcément mettre un de ses milieux de terrain sur le coup. J'imagine probablement Benjamin Benjamin André André, ouais. C'est sûr. qui est une bête dans les efforts et dans le placement défensif. Donc ça va être intéressant justement de voir si Bordeaux va réussir à soit permettre à Ben Arfa de jouer quand même un peu, ou soit à trouver d'autres solutions quand Ben Arfa est muselé comme ça. Écoutez, Parce que moi, Opta Leandro, je vois une victoire de Lille la semaine prochaine. non, t'es aussi le tipseur de l'émission, hein, parce que la semaine Bien dernière, tu as évidemment. quand même annoncé un but de Valère Germain Ce qui n'arrivait face au pas depuis Nîmes. longtemps. Ouais, ouais. Et- Du coup, on va peut-être penser à faire une petite catégorie paris sportif de Leandro pour permettre aux auditeurs de gagner un peu d'argent. Avant de passer à Metz, il faut quand même faire un petit mot sur la raclée infligée à Nantes par Strasbourg. Voilà, 4-0. Ça sent très très mauvais Prenant. pour Christian Gourcuff. Il y a déjà le nom de René Weiler, âgé de 47 ans, un coach suisse, je crois, qui est dans les tuyaux. Rien ne va plus à Nantes. Pour vous expliquer un peu le match, c'était pas de l'attaque de défense, mais presque. Nantes doit avoir 2 ou 3 tirs cadrés dans le match. Strasbourg, qui est une équipe qui est vraiment pas bien au classement, qui est 17e et qui était même 18 ou 19e avant la rencontre, qui arrive pas à enchaîner les matchs et qui restait sur quelques matchs décevants, notamment celui à Montpellier où ils perdent 4-3, et là, quand cale 4 avec des pénaltys et tout, enfin, Nantes est en train de couler. Et connaissant Valdemar Kita et son habitude son habitude à changer les coachs, je pense que Christian Gourcuff n'a plus beaucoup de temps à la jaunelière. Et en parlant justement de changement de coach, on peut vite fait parler de Nice, et qui a remercié Patrick Vieira, qui n'était pas vraiment un coach apprécié ici après plus de 3 ans et demi, je crois, à la tête du club. Maxime, toi qui avais vu justement le match en Europa League, merci pour tout, c'est ça? C'est sûr que ce match en Ligue Europa face à Leverkusen, c'était un peu un condensé de tout ce qui n'allait pas à Nice ces dernières semaines, c'est-à-dire une défense catastrophique, et on avait un peu l'impression que l'équipe avait abandonné son coach. Donc je pense que c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Nice que de changer de coach, parce que clairement on ne voyait pas Patrick Vieira proposer quelque chose de convaincant et en adéquation, surtout avec le projet Ineos qui lui se veut ambitieux. Donc à voir ce que va donner son adjoint et s'il va rester ou si Nice va aller chercher un coach sur le marché. Ils l'ont quand même, pour l'instant, ils l'ont annoncé jusqu'à la fin de saison, qu'il devait rester. Adrien Urcea, qui devait rester pour toute la saison. Après, comme d'habitude, ça peut être du pipeau pour travailler à côté sur un nouveau coach, mais Clark Nice est pas bien, et je pense qu'Ineos s'attendait pas à ça avec autant d'investissement encore cet été. Comme on l'a dit souvent, il y a la blessure de Dante qui fait mal, mais c'est pas que lui, c'est pas que lui qui est le nerf des problèmes, et c'était peut-être finalement l'arbre qui cachait la forêt. Et Patrick Vieira était remercié, je vais dire, logiquement, et ça lui pendonnait depuis plusieurs semaines. Il faut le dire quand même, la campagne d'Europa League est catastrophique. Mhm. Et en Ligue 1, on sentait pas beaucoup plus d'envie, à part Amine Gouiri, pardon, qui a envie de montrer à Lyon qu'ils avaient peut-être fait une bêtise en le vendant. Moi, Et je m'entends, juste pour finir là-dessus, je m'entends avec énormément de Niçois. Et du coup, ouais, c'était déjà prévu avant le match. Ça faisait très bizarre comme phrase, hein. Mais Ouais. c'était déjà prévu avant le match, la deadline pour Vieira. Du coup, c'était le match à Reims qu'il y a eu là ce week-end. Donc au final, il est parti plus tôt que prévu suite à la défaite catastrophique à la maison avec Gladbach. Et non, ils essaient... Leverkusen. avec Leverkusen, Gladbach, pardon. c'est le traumatisme du Real Madrid en Ouais, Ligue des Champions ouais. plutôt. Non, mais c'est tous ces clubs-là avec des énormes noms, ça me perturbe. Et non, et juste, je voulais dire que du coup, les coachs pressentis pour la saison prochaine, donc à Nice, tout ce qui est supporters, ils attendent énormément de voir
le dénouement de Lucien Favre qui est en fin de contrat au Borussia, voir s'il revient. Mais il y aurait aussi des coachs un petit peu plus ambitieux, comme le coach du FC Porto, qui serait. Putain, j'ai oublié son nom. Sergio Conceição. Sergio Conceição, qui serait voulu par le staff et le scouting. Conceição plus ambitieux. C'est pas Ouais. deux phrases c'est pas deux mots qui vont dans la même phrase pour moi, mais bon, si ça te. Je suis pas sûr que le projet d'Ineos de vouloir faire un peu du trading avec des Je te jeunes ra- joueurs, oui, je te que rappelle, Sergio Leandro, que Conceição soit l'homme de la Voilà, situation. je te rappelle qu'à Porto, les jeunes joueurs sont tous partis parce que justement, ils jouaient pas beaucoup. Mais ça, en tout Je- cas, c'est ce qui se dit à Nice et c'est ce qui se dit dans la presse locale. Donc, à voir ce qui sera fait. Parce que moi, pareil, je suis pas sûr que Conceição ait vraiment envie de quitter Ah, Porto oui. pour venir à Nice. Enfin, ça Oui, me surtout que paraît Porto pas- c'est son club, donc je pense qu'il est très bien là-bas. Ouais, mais À voir. je suis pas. À part je suis si pas Moussa sûr, Maragall suit à Nice, après ça, on sait que c'est Si Moussa part, c'est hein, c'est tout un peut peu son arriver. genre chouchou, voilà, donc il serait capable de le suivre contre vents et marées. Vous pensez que la Euh, rumeur Leonardo Jardim, elle arrive quand? Dans la C'est semaine? vrai. Ah, mais Ah. quand on joue à Monaco, normalement, quand on a coach à Monaco, on a cet amour du maillot pour pas rejoindre l'ennemi Ouais. niçois, n'est-ce pas, Oui, Maxime? bah, tu es Ronny pour ça, Lopez Ronny Lopez. Allez, sur ces belles paroles, on va vite fait finir en débriefant ce Metz-Lyon. Sur le terrain, il n'y a pas eu grand-chose à dire. Lyon a dominé de la tête et des épaules Metz jusqu'au troisième but. On va dire que Metz a profité de ce maigre, de cette large défaite pour commencer un peu à jouer au ballon. Il y a quand même eu le penalty au bout de 6 minutes de Boulaya, pardon, qui a été arrêté par Anthony Lopez. Et puis après, Lyon a récité ses gammes. Il y a un but de Memphis Depay servi par Toko Ekambi qui ensuite vient planter un doublé, dont le deuxième but de Lyon sur un compte qui est incroyablement bien Magnifique. joué. C'est De Sciglio qui envoie dans la profondeur Depay avec un ballon au-dessus de la défense. Depay remet en une touche d'une talonnade pour Tino Kadewere qui trouve Aouar et qui nous lâche une petite passe de l'extérieur du pied en pivot magnifique pour Toko Ekambi qui vient allumer Oukidja. Tout est beau dans ce but-là. Lyon est plutôt intéressant ces derniers temps à voir jouer. Karl Toko Ekambi qui nous surprend tous. Il a été beaucoup critiqué à juste titre par les supporters sur ses problèmes de prise de décision, ses problèmes de finition, de jeu. Et puis ces derniers temps, il fait un peu fermer toutes les bouches. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il sort 2 buts, une passe D. Il est omniprésent dans le jeu. Il joue propre, il joue simple. Au final, sa place de titulaire, il la mérite quoi ces derniers temps. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est vrai que lui, ça a toujours été un mec un petit peu plus compliqué à Lyon. Tout ce qui s'est passé, surtout notamment avec les supporters, etc., etc. Mais il faut quand même savoir que sur les 7 derniers matchs, c'est 6 buts de passe D, donc ce qui est pas mal. Et on a un Karl qui vraiment hier a pris les choses en main. Bon, après, il faut parler de ce Lyon qui enfin joue au football et se fait C'est plaisir. ça, ouais, c'est ça. On retrouve, oh là là, le deuxième but de Lyon, c'est de la pornographie pour les yeux, hein, vraiment, c'est beau. Il y a pas, il y a des passes de dos, il y a Lucas Paqueta qui hier nous sort encore un match incroyable. Enfin, ça fait plaisir à voir et Tout le monde monte en puissance là. ouais, ouais, ouais. Après, moi, je tiens quand même à souligner, c'est ce qu'on attend depuis le début de saison, tu vois. C'est dommage Ah que bah oui, ça oui. arrive aussi tard, mais c'est ce qui était attendu depuis le J1. Bon, ça arrive difficilement. On va dire que c'est un diesel, mais on espère que ça continuera, hein. Au Ce qu'il y niveau a, de la c'est que série. même en Vas-y. jouant pas super bien, bah, Lyon ne fait que Gagner. gagner des matchs en fait. Ils ont plus perdu depuis le 15 septembre à Non, Montpellier. on est sur une série de 10 matchs d'affilée sans, Mhm. sans défaite et 4 victoires consécutives. Donc, Et la semaine prochaine, ils vont à Paris, qui va être un gros match. Mais oui, oui, Lyon enchaîne. Vas-y, Maxime, je te laisse continuer. voilà, j'allais le dire tout simplement. Ils ont plus perdu donc, depuis mi-septembre. Et ouais, 10 matchs sans perdre, bah, c'est quand même incroyable, surtout quand on voit le niveau de jeu qu'ils ont affiché. Donc là, on peut que espérer de meilleures choses pour Lyon, parce que s'ils continuent d'afficher un visage aux 6 joueurs, Mm. et ben, les supporters sont en droit d'attendre quand même beaucoup plus et donc d'aller chercher bah, forcément quand on a un club comme Lyon bah, la Ligue des Champions, donc minimum le top 3. Et c'est sûr que là, autre gros test pour Lyon donc, face au PSG, Dimanche. ouais, dimanche exactement. Donc là, on va peut-être y voir plus clair, et surtout que Rudy Garcia a dit que Lyon n'allait pas se déplacer En victime. en victime exactement au Parc des Princes, donc ça promet.
En parlant de victimes, il y a quand même Ryan Cherki, il faut en parler, qui a été victime d'une décision arbitrale totalement Grotesque. incompréhensible et grotesque, ouais, tu l'as dit, Maxime. Pour resituer un peu le débat, on joue quoi là, à la 91e minute, on est dans le temps additionnel, il est lancé dans la profondeur. Il a un 1 contre 1 joué avec Alexandre Oukidja. Bon, Ryan Cherki rate son 1 contre 1, jusque-là on peut lui en vouloir, mais il mérite pas un carton rouge. Et après, il finit son geste. Logiquement, quand on frappe, le pied doit retomber à terre et il heurte malheureusement le genou, le tibia d'Alexandre Oukidja qui hurle de douleur. Alors on n'imagine pas le gardien messin en rajouter. Mais Karim Abed a décidé, après la sortie sur blessure du gardien, d'infliger un carton rouge au jeune Lyonnais. Mais c'est vrai que même après match, je crois qu'Oukidja a dit qu'il n'était même pas au courant que Ryan Cherki avait pris un carton rouge. Donc la décision de monsieur l'arbitre, elle est totalement injustifiée. Fait qu'on va faire confiance à la commission de discipline qui normalement devrait revoir les images et comprendre que le geste de Ryan Cherki n'est pas du tout intentionnel. Et on espère pour lui parce que il se retrouve suspendu. Déjà qu'il n'a pas énormément de temps de jeu, ce serait vraiment, vraiment dommage pour lui. Donc normalement, si on a un peu de bon sens encore dans le football français, on peut encore en douter. Ryan Cherki ne devrait pas être suspendu. Mais la commission, elle peut changer que si l'arbitre, je crois, il a mis dans son rapport qu'il s'était gouré. Ouais, ça risque d'être compliqué, je pense, pour lui. À part, oui, voilà, Après, je pense que Karim Abed, moi, était tout simplement un parieur et qu'il avait misé sur un but de Cherki. Et par énervement face à face raté, il a tout simplement sanctionné le joueur d'un carton. Je vois pas d'autre solution parce que très clairement, comme l'a dit Max avant ce podcast, à part la gravité, il peut pas en vouloir à grand chose, Karim Abed, de cette, on va dire, faute, mais encore, il dit pour rien, ce pauvre Ryan. Et du coup, il récolte un carton rouge. C'est d'ailleurs, en plus, il détient maintenant un record quand même. C'est le joueur le plus jeune à avoir été exclu en Ligue 1. Alors, je sais pas s'il peut être fier de ce record. Ouais, je pense qu'il s'en serait passé. Ouais, je pense qu'il aurait préféré avoir marqué son premier but en Ligue 1 avec l'OL. Mais voilà, c'est quand même un fait de match qu'il fallait parler. Il faut aussi parler aussi du carton rouge messin sur un accrochage dans la surface peu de temps avant, justement, de John Boy avec Marcelo. Je sais que certains estiment que ce carton rouge est aussi léger et peut-être pas forcément mérité. Alors est-ce que c'est pareil, c'est dans une idée de compensation que Karim Abed a fait ça, sachant qu'il y avait 3-1 et que c'était fini. Voilà, ce qui est dommage comme chaque fois, c'est que les arbitres puissent pas expliquer leur choix ou même répondre aux questions en zone mixte. Et donc du coup, on reste quand même sur un jeune joueur de 16 ans qui est puni pour une décision complètement incompréhensible. Je pense qu'on a un peu tout dit sur ce bon vieux Karim Abed et ce Lyon-Metz. Comme souvent, enfin comme tout le temps d'ailleurs, c'est le moment de parler de l'équipe type. On va dire qui est dominée par des Lyonnais. Il y en a 4 dans cette équipe type. On commence d'abord avec Anthony Lopez dans les buts, qui a arrêté un penalty face à Metz et qui sort aussi quelques parades très importantes en fin de match. À droite, Mattia Deschiglio pour sa première titularisation, je crois, qui s'offre pareil une passe très intéressante sur Depay, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis qui était globalement intéressant dans son couloir droit. En défense centrale, Mohamed Simakan et Harold Moukoudi, et à gauche Renildo. J'allais dire c'est presque par défaut qu'on a choisi Renildo puisque les latéraux gauche n'ont pas été très en vue ce week-end. Au milieu de terrain, il y a le jeune Boubakary Soumaré du LOSC à côté de Rafinha. Comme on l'a dit tout à l'heure, le milieu brésilien du PSG a été excellent. Et en numéro 10, le seul, l'unique Hatem Ben Arfa qui renaît de ses cendres. Et enfin en attaque, on retrouve Karl Toko Ekambi, double buteur, Memphis Depay, buteur. Et enfin Ludovic Ajor qui a mis un but et une passe D face à Nantes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette 13e journée de Ligue 1. Merci à Maxime, Lucas et Léandro de m'avoir accompagné. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci à vous les gars. Si vous avez un petit mot pour terminer maintenant, comme on va le faire maintenant, je vous laisse la radio libre et la place. Pin out. Il est reparti. J'aurais pas mieux. Ouais, pas mieux non plus. Allez, merci à tous et bonne journée ou bonne soirée. Et retrouvez-nous sur madeinfoot.com, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, les réseaux sociaux, tout ça. Vous retrouverez l'un de nous sur toutes ces plateformes. À bientôt, merci. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt sur Made in Foot.